Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, nous allons parler de la nouvelle Assemblée nationale et ses grands défis. En effet, d'un moment à l'autre, la Cour constitutionnelle du Mali va proclamer les résultats définitifs de ces législatives-là qui ont eu lieu respectivement le 29 mars et le 19 avril. Bientôt, alors, Mesdames, Messieurs, nous allons avoir une nouvelle Assemblée nationale. Quels sont donc les défis qui l'attendent? Sera-t-elle donner aux Maliens plus de satisfaction que l'Assemblée sortante? Et donc, pour en parler, mesdames, messieurs, ce soir, dans votre émission Théma, la nouvelle Assemblée nationale et ses grands défis, avec monsieur Amadou Aya, secrétaire général adjoint du parti CODEM, Convergence pour le développement du Mali. Monsieur Aya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Nous sommes très heureux de vous avoir. Ça faisait quand même un peu longtemps. Exactement. Tout va bien, monsieur? Mais je vais très bien. Alhamdulillah. Merci. Merci. Voilà. Notre second invité est monsieur Hassan Sey, juriste, journaliste, président de UNIR, Union nationale pour l'initiative et la réflexion. Monsieur Sey, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Et merci pour votre fidélité sur le plateau. Merci également. Merci beaucoup. Monsieur Aya, vous êtes homme politique, vous êtes observateur de la scène politique du Mali. Alors, depuis l'annonce de ces législatives-là, depuis la convocation du collège électoral jusqu'à nos jours, pouvez-vous nous dire ce que vous avez pu déplorer tant dans l'organisation que dans la tenue elle-même de ces législatives-là? Merci Dissa. Je vais dire, avant de commencer, d'abord souhaiter à la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs, n'est-ce pas, un très bon mois de carême. Un mois béni, plaise à Dieu le Tout-Puissant, n'est-ce pas, d'amener la paix et la stabilité dans notre pays. Amen. Ceci étant dit, avant l'entame de mes propos, quand vous parlez de législatives, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse, n'est-ce pas, actuellement à l'honorable Soumaïla Cissé, qui est dans les mains des ravisseurs. Nous souhaitons que l'engagement de la communauté nationale et internationale puisse aboutir rapidement pour qu'il retrouve, n'est-ce pas, les siens. Et aussi présenter également mes condoléances les plus attristées, n'est-ce pas, à plusieurs honorables qui nous ont quittés ces temps derniers. Et nous prions Dieu que leur âme repose en paix. Amen. Ceci étant dit, un petit rappel. Cette élection législative, n'est-ce pas, a été voulue par le dialogue national et inclusif, le DENI. Donc une volonté, n'est-ce pas, du peuple malien tout entier qui a souhaité que ces élections se tiennent afin de légitimer en tout cas nos institutions. Et ce n'était pas donné, ce n'était pas facile. Et la convocation du collège électoral a intervenu dans un contexte, n'est-ce pas, disons, de doute, n'est-ce pas, quant à la capacité, n'est-ce pas, du pays à avoir organisé une élection législative dans un contexte sécuritaire, dans un contexte économique très difficile. Et vous savez aussi qu'à son temps, il y avait également certains acteurs, n'est-ce pas, des signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, avaient certains quand même des réserves. Et ce contexte, n'est-ce pas, a plombé le doute, n'est-ce pas, des Maliens, en tout cas à l'organisation correcte d'une élection apaisée, d'une élection crédible. À cela s'ajoute, n'est-ce pas, la peur, n'est-ce pas, de beaucoup de partis politiques aller à cette élection, surtout dans des zones, n'est-ce pas, d'insécurité. Donc, cela aussi peut s'ajouter également, n'est-ce pas, le chronogramme. Le chronogramme, à l'époque, qui n'avait pas été partagé avec l'ensemble de la classe politique. Un chronogramme qui est sorti, un chronogramme très contraignant, n'est-ce pas, des délais très, très contraignants qui font que il a été, n'est-ce pas, les gens avaient des doutes. Est-ce que, avec un calendrier contraignant, avec la situation sécuritaire difficile du pays, il était possible qu'on puisse aller, n'est-ce pas, à cette élection.
Mais l'assurance nous a été donnée par le Premier ministre lors de sa rencontre avec les signataires de l'accord politique de gouvernance, n'est-ce pas, qu'il avait la capacité financière, que les hommes, n'est-ce pas, l'administration était en tout cas prête à l'époque à organiser, n'est-ce pas, de manière sereine et correcte cette élection législative. Je crois que c'est dans tout ce contexte, n'est-ce pas, que le premier tour, en tout cas, a été organisé. À cela s'est ajouté, n'est-ce pas, la maladie de Covid-19. Quand les gens étaient déjà en pleine campagne électorale, il y a eu, n'est-ce pas, un moment de doute quant, n'est-ce pas, à l'arrêt même de cette élection. Je me rappelle, nous étions, certains parmi nous, dans les profondeurs du pays, et on nous avait demandé de replier parce que, n'est-ce pas, compte tenu du Covid, les élections allaient être reportées sine die. Et tout ça font que c'est dans un climat, n'est-ce pas, de doute, dans un climat de stupeur, que ces législatives, n'est-ce pas, ont été organisées dans notre pays. Et donc, je pense que plus tard, on parlera, certainement, on aura l'occasion d'apprécier, n'est-ce pas, l'organisation même de cette élection. Tout à fait, ça c'est vraiment le climat dans lequel les élections ont eu lieu cette année. Mais malgré tout, alors, vous ne déplorez rien dans l'organisation? Personnellement, je n'ai pas à déplorer, je n'ai rien à déplorer dans l'organisation. Parce que l'administration s'est attelée, n'est-ce pas, à être dans le délai du chronogramme fixé, n'est-ce pas? Donc dès lors qu'il n'y a pas, il y a pas eu d'insuffisance de matériel, il y a eu la formation des assesseurs, il y a eu la formation, n'est-ce pas, des agents électoraux, le matériel étant disponible, c'est vrai que l'aspect sécuritaire, effectivement, bon, là, on ne parle pas de ça dans l'organisation, mais de manière globale, je pense qu'on peut donner un satisfait. D'accord. Merci, Monsieur Aya. Monsieur Sey, vous êtes journaliste, observateur de la scène politique également. Et vous, qu'est-ce que vous déplorez? Bonjour. Je voudrais faire comme mon prédécesseur en souhaitant Ramadan Karim à toute la communauté musulmane, que cette année soit une année de paix, d'équité, de stabilité, de sérénité et surtout de santé avec actuellement cette pandémie qui court partout. Et pour revenir par rapport à votre question, ce qui est à déplorer, une œuvre humaine par définition est imparfaite. Donc il est évident qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées et qui doivent être améliorées, mais il y a aussi un travail qui a quand même été fait et qui est un travail acceptable, on va dire. Acceptable dans la mesure où l'État, en tout cas le chef du gouvernement, s'est fixé des objectifs. C'est d'aller aux élections, comme ils l'ont dit, qu'il y ait Covid ou qu'il n'y ait pas Covid. Les élections se sont faites, donc quelque part c'est une victoire de la démocratie. Et malgré ce qu'on croit, les victimes, ce n'est pas simplement les électeurs ou les potentielles victimes, c'est aussi les députés. Comme il l'a dit, il y a Belkoba, l'honorable Feu, honorable Belkoba qui malheureusement n'est plus de ce monde. Il y a d'autres personnes qui ont été contaminées. Il y a Moussa Mara en commune 4 qui a été contaminé. Il y a Ali Nyangado en commune 2 qui a été contaminé. Bon, je pense que chacun a donné un peu de lui-même, sans oublier l'enlèvement de l'honorable Soumaïla Cissé aussi. Mais au niveau organisationnel à proprement dit, il y a dans certains bureaux de vote, par exemple en commune 6, les mesures de sécurité et les gestes barrières étaient plus ou moins respectés. Je dis bien plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Parce que à partir du moment où vous trempez tous le doigt dans le même encrier, bon, quelles que soient les mesures à l'entrée, le problème ne change pas, quoi. Donc, ils ont fait ce qui pouvait être fait avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Mais les mesures sécuritaires n'étaient pas optimum, ni pour les électeurs, ni pour les candidats eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a un travail qui doit être fait encore pour que lorsque on a des situations comme ça qui se présentent, on ne soit pas dans la précipitation. C'est-à-dire que le dialogue national inclusif, comme l'a dit mon prédécesseur, a exigé un certain nombre de choses, a imposé un certain nombre de choses, y compris
les législatives qui viennent de se tenir. Donc on aura le temps de venir plus en détail sur les différents mais points. Justement par rapport à ces dialogues national inclusifs qui aura donc donné le chemin à suivre, pour beaucoup de gens, si le déni devait avoir lieu alors en période de Covid, il allait être tout simplement reporté, et pour eux, le déni ne doit pas être la justification pour obtenir ces législatives-là. Qu'en pensez-vous? De toute façon, c'est fait. En fait, on est toujours, même Dieu ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire on a toujours deux manières de voir les choses. D'accord? Le DNI, moi je vais même plus loin, l'Assemblée nationale, la future Assemblée nationale, qui pour rappel doit compter 147 membres, comment vous comptez les disposer? Avec 1 mètre de distance entre eux, techniquement ça me paraît même impossible. Mais ça c'est une question qui va se poser bien évidemment, parce qu'une fois à l'Assemblée, il faudra bien que les différents députés prennent place. Donc c'est les problèmes qui vont se poser. Mais maintenant, est-ce que la démocratie doit arrêter sa marche parce qu'il y a ce virus qui est là, qui est un virus mortel et qui est quelque chose de sérieux, où l'État doit essayer justement de faire face non seulement à cette pandémie-là et les risques que ça entraîne, mais aussi à laisser, à continuer l'État suivre sa bonne marche. Après, c'est une question de politique. Donc lorsqu'on est chef de gouvernement, on décide où on va sur cette voie-ci ou on va sur cette voie-là. Et le chef de gouvernement a opté pour organiser les élections, et encore une fois, il l'a dit depuis le départ, qu'il y ait Covid ou qu'il n'y ait pas Covid, les élections se tiendront. Bon, il y en a qui ont traité ça qui ont trouvé que ces propos étaient arrogants. Moi, je pense que c'est plutôt de la détermination et c'est de la certitude. C'est-à-dire qu'on choisit une direction, on y va. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Et on en tire toutes les conséquences. Après, on en tire les conséquences et on assume. D'accord. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord, merci M. Seya. M. Aya, nous avons quand même vu des partis politiques appelés à ne même pas aller voter. Et qui pourtant avaient leur candidat présent à ces législatives-là. Beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre cela. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que je respecte personnellement les opinions des uns et des autres. Mais à mon avis, il y a une incohérence. Quand il faut choisir, n'est-ce pas, pour la bonne marche de la démocratie, il faut choisir pour, n'est-ce pas, une institution crédible, n'est-ce pas, d'un pays, et le désordre. Il faut faire un choix. Et nous, notre choix a été, n'est-ce pas, de ceux qui pensent qu'il faut une bonne marche de la démocratie afin de légitimer nos institutions. Et je pense aussi que, vous savez, nous sommes dans le milieu, dans le domaine politique, on est dans le domaine politique. Il y a certains partis politiques qui n'étaient pas suffisamment prêts, n'est-ce pas, à aller à cette élection. Donc ils trouveront toujours des astuces pour dire qu'il faut reporter, il ne faut pas y aller. C'est parce que c'est des situations qui les arrangent. D'autres, bon, ils n'ont aucune représentativité. Et ceux qui ont même certains que j'ai vus dans la presse appelés à ne pas aller, mais ont eu quand même des candidats qui ont compétit et certains même qui ont eu des députés, je pense. Et je pense que si la majeure partie de la population s'engage dans une direction, en démocrate, on doit s'aligner derrière. Je vais parler des résolutions du dialogue national et inclusif. À l'époque, il n'y avait pas Covid. Le Covid est intervenu en plein milieu, n'est-ce pas, du premier tour. Et comme l'a dit mon prédécesseur, c'est que il fallait faire un choix, n'est-ce pas, par le chef du gouvernement. Appliquer les résolutions du déni ou ne pas l'appliquer. S'il ne l'applique pas, certains aussi allaient sortir pour dire attention, vous n'êtes pas en train d'appliquer les résolutions du déni dès lors qu'il y avait eu déjà des suspicions, n'est-ce pas, à la volonté du chef de l'État même à appliquer les résolutions du déni. Sauf que, M. Aya, par rapport aux résolutions du déni, nous n'avons pas que la tenue des législatives. Il y a 3 autres résolutions fortes. Mais pourquoi commencer forcément par les législatives? Je crois que c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Les législatives, je pense que c'est l'élément essentiel. La mise, c'est-à-dire les réformes ultérieures, c'est la nouvelle Assemblée nationale qui doit, n'est-ce pas, les mettre doit voter cette loi.
Si une Assemblée nationale, l'Assemblée nationale sortante actuelle est décriée par la classe politique, elle ne peut pas, n'est-ce pas, du point de vue législatif, continuer, n'est-ce pas, à siéger, à voter des lois. Donc, la mise en œuvre de toutes les réformes annoncées par le dialogue national inclusif, n'est-ce pas, doit avoir son essence dans la nouvelle Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui est venue, alors pour beaucoup de gens, par la force de l'argent. Est-ce que ces constats ne vaut que pour Bamako, vous en tant qu'observateur de la scène politique nationale? Parce que cette année, à Bamako quand même, nous avons vu couler l'argent et à flot. À flot. À flot. Oui, il n'y a pas une élection sans argent. On parle de l'achat de conscience ici, M. Aya. Oui, mais il faut aussi démontrer l'achat de conscience. L'achat de conscience, c'est vrai que c'est une pratique qui existe depuis, n'est-ce pas, l'avènement de notre démocratie. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut nier. C'est pour cela qu'il y a des dispositions dans la loi électorale pour effectivement bannir ces pratiques. Mais malheureusement, nous voyons que ça continue. Et puisque la démocratie même, c'est un exercice que les citoyens doivent, c'est-à-dire pratiquer tous les jours. Et je pense qu'il va aussi de nous-mêmes en tant que politiques, mais aussi en tant qu'électeurs ou citoyens tout simples, faire en sorte que ces pratiques puissent cesser. Sinon, partout, n'est-ce pas, que ce soit à Bamako ou dans les campagnes, cela existe, n'est-ce pas, l'achat de conscience, ça dépend des moyens, n'est-ce pas, des candidats. Ne pas le nier, je pense, on ne peut pas nier cet état de fait. D'accord. Merci, M. Aya, M. Sey. Alors, il y a eu l'argent, comme d'habitude. Aucune surprise qu'il y ait eu l'argent. Mais est-ce qu'en observant ces législatives-là, cette fois-ci, on peut dire que, bon, dorénavant, certaines choses auront changé pour de bon? L'histoire se répète, mais elle bégaye, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le taux de participation est moins élevé, bien évidemment, mais ça c'est plus lié au risque Covid. Mais les pratiques n'ont pas à proprement changé. Hein. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que les électeurs maliens sont plus politiques que les politiques eux-mêmes. Expliquez-nous ça. D'accord, je vous explique. C'est-à-dire que vous allez avoir des représentants de corporations, ça peut être des handicapés, ça peut être des chauffeurs, ça peut être des femmes, qui ont compris un peu le système et se disent, bon, ce qu'on fait, quelle que soit la personne qui vient nous voir, on l'écoute. Ils ont beaucoup de grands projets pour nous, mais nous, les politiques, on n'y croit plus. Et on demande à chacun, qu'est-ce que tu peux faire pour nous, en lui assurant qu'on est avec lui. Donc pour eux, en fait, ils sont dans une situation où ils se disent, ces gens-là nous ont trompés assez longtemps, maintenant c'est à notre tour de les tromper. Donc ils viennent, ils écoutent. Et la femme va vous dire, par exemple, moi, il me faut une marmite, moi, il me faut des chaises. L'autre va vous dire, moi, il me faut peut-être une moto, une bâche, etc. Mais on est avec vous. Vraiment, on est avec vous. Bon, d'accord. L'ADEMA le fait. Bon, après, l'IRD le fait. Le RPM le fait. Bon, quand je dis l'ADEMA, l'IRD, le RPM, ça, on pourra revenir là-dessus. Parce que finalement, ils sont allés ensemble même sur certaines listes. C'est supposé être des points différents de la politique. Mais peu importe. Toujours est-il que finalement, ça conforte l'électeur encore plus. C'est-à-dire qu'il y en a qui vous disent, l'URD c'est l'opposition, l'RPM c'est la majorité. Ces deux partis vont ensemble dans certaines localités. Donc en réalité, nous, on est du bétail. Donc si on est du bétail, à défaut de pouvoir tirer bénéfice de cette politique, pendant la campagne, tout ce qu'on peut tirer de ces gens-là, on va le faire. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est à la limite s'ils n'étaient pas en train de soutirer même de l'argent aux politiques. Là où ça aurait pu être intéressant, où ça aurait pu servir de leçon, c'est si au niveau de l'administration, ils avaient imposé, par exemple, au niveau des bureaux de vote, parce qu'on le dit dans les mots, mais dans la pratique, ça ne se fait pas, que les téléphones soient vraiment interdits. C'est-à-dire que la personne ne peut pas rentrer avec son téléphone, nulle part et dans aucun bureau. Ça aurait posé un frein, parce que à ce moment-là, les personnes qui achètent les voix, parce que les gens vendent leurs voix, mais les personnes qui achètent les voix n'ont plus de moyens de contrôle du résultat ou éventuellement du vote de la personne, parce qu'ils ne peuvent pas leur amener la preuve. Mais tant qu'il y a de l'argent qui est assujetti à cette preuve-là, la plupart des gens qui vont aller voter ne vont pas le faire par conviction, et à la limite, excusez-moi du terme, mais ils s'en foutent,
Pour eux, Bourama ou Soumaïla, c'est pareil. Donc eux, ce qui les intéresse concrètement, c'est ce qu'ils vont avoir pour le jour du vote. Point. Donc le jour du vote, si vous avez assez d'argent pour acheter assez de voix, vous avez même plus de chances de gagner que la personne qui pendant 3 ou 4 ou 5 ans a fait des actions dans la communauté et qui pendant l'élection a posé des actions également. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est ce que vous allez leur donner pour qu'ils aillent voter pour vous. Le reste, ça ne les intéresse pas. Vous évoquez tantôt les alliances. Et les alliances ont constitué quand même de grands débats au sein de l'opinion nationale. Vous disiez tout de suite que le Malien électeur est plus politique que même le candidat. Pourtant, ils n'ont pas compris ces alliances-là, M. Sey. Ah oui, parce que on ne peut pas du jour au lendemain préparer une élection aussi importante et que dans les localités, ce n'est pas personnel, hein, mais c'est vraiment une analyse brute et froide. Et le président sortant de l'Assemblée nationale, qui est issu de la majorité, et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'il est président de l'Assemblée nationale, soit sur une liste commune avec un candidat du parti du président de l'opposition, du chef de file de l'opposition qui est l'URD. Il y a un problème. Parce que c'est supposé être ce qui crée la balance. D'un côté, on est censé avoir le pouvoir avec tous les partis qui sont avec eux, et de l'autre côté, l'opposition avec toutes les coalitions et forces qui sont avec eux. Mais si ces deux vont ensemble finalement, donc ça veut dire que politiquement, eux, ils sont d'accord. Donc c'est qui le problème maintenant? Ça veut dire que c'est nous le peuple, puisque eux ils sont d'accord entre eux. Donc finalement la population se retrouve piégée, elle ne sait plus quoi faire. Et cette élection aurait pu aussi être une chance pour les indépendants. Les indépendants auraient pu tirer leur épingle du jeu, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, je pense qu'il y en a eu une dizaine dans certaines zones, mais ils auraient pu tirer encore plus leur épingle du jeu, comme je dis, si il y avait réellement ce contrôle-là. Et je pense qu'à terme il faut que ça vienne, ce contrôle à l'entrée des bureaux de vote. D'accord. Merci. Une fois que ça sera fait, on pourra éviter beaucoup de choses. D'accord. Merci, M. C. M. Aya. M. C, dans son explication, vient de citer 3 partis, RPM, ADEMA, URD, alors qui sont les 3 plus grands partis déjà pendant la législature passée, et au regard des résultats provisoires que nous avons l'impression que alors, le tiercé gagnant est encore là. Est-ce qu'on peut parler de surprises autres dans ces élections-là? Bon, surprise pas à ce niveau. Surprise pas à ce niveau. Parce qu'effectivement, le tiercé gagnant, quand on regarde les résultats provisoires, c'est pas proclamés par l'administration territoriale, c'est ces 3 partis qui arrivent en tête. Et dans le même ordre. Mais il faut, cela ne permet pas d'avoir une lecture fine, n'est-ce pas, du poids politique de ces partis. Je crois que quand on va en alliance avec un parti, par le cas de Koulikoro, il y a le cas de Tenenkou, ou également le candidat du RPM qui est le président, n'est-ce pas, de la Haute Cour de justice, n'est-ce pas, en alliance avec le candidat de l'URD, ainsi de suite. Alors, quel est le poids réel de l'ADEMA? Quel est le poids réel du RPM? Quel est le poids réel de l'URD dans un tel, n'est-ce pas, conglomérat ou dans une telle alliance? Donc, je pense que c'est un jeu, un calcul, n'est-ce pas, de ces partis qui sont très forts, qui sont beaucoup plus outillés que les autres, à nouer, n'est-ce pas, des alliances gagnantes pour les permettre, n'est-ce pas, d'être à un niveau plus élevé que les autres. Je pense que le jeu est à ce niveau. Sinon, ce n'est pas, n'est-ce pas, la force politique réelle de ces partis qui font qu'aujourd'hui sont les, n'est-ce pas, disons, le tiercé gagnant. J'aurais compris. Peut-être que si notre système électoral avait changé en faisant en sorte qu'on ne puisse pas faire ces alliances contre nature, on aurait une lecture beaucoup plus claire, n'est-ce pas, des forces en présence. D'accord. Et finalement, ce qui se passe à Bamako, peut-on donc parler tout simplement de coïncidence quand on regarde quand même l'ascension de l'URD à Bamako? Je pense aussi, c'est une coïncidence? Quelque part, vous savez, je pense quelque part aussi, il y a un éveil de conscience au niveau des centres urbains.
où le jeu est beaucoup plus difficile qu'au niveau des centres, au niveau à l'intérieur du pays. Je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui de même de faire l'achat de conscience à Bamako qu'à Ansou ou à Menaka. Parce qu'ici, au moins, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de jeunes qui ont compris finalement le jeu, qui aujourd'hui commencent de plus en plus à regarder, n'est-ce pas, les candidats, ou les projets, en tout cas des candidats, et la posture des candidats. C'est ce qui fait qu'à Bamako, vous avez comme des votes sanctions dans certaines localités, où je parlerai le cas de la commune 1. Donc, je pense qu'il est important qu'on puisse continuer à éduquer, n'est-ce pas, à éduquer, à sensibiliser les populations, afin d'éviter qu'ils tombent toujours dans le travers, n'est-ce pas, de l'argent, pour que, en tout cas, certains politiques puissent toujours se maintenir. D'accord. Donc, vous parlez de vote sanction, parlant des votes et alors des conditions que les votes vont créer. Alors, du coup, on a des gens des députés, des honorables qui sortent de l'Assemblée. On a d'autres qui entrent. Est-ce qu'il y a des cas particuliers, alors, des députés qui arrivent, des députés qui sortent, sur lesquels vous aimeriez vous prononcer? Moi, j'aime pas totalement me focaliser sur les individus, mais seulement faisons un constat. Mais des figures. Oui, mais des figures. On a le cas de l'honorable Omar Mariko, qui est quand même une figure incontestable, n'est-ce pas, de la classe politique, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais également ailleurs, qui était en tout cas un leader très proche de sa communauté, et un leader, n'est-ce pas, qui ne joue pas sur ce qu'on appelle l'achat de conscience, mais quand même qui tombe. Alors il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est encore le jeu de l'argent qui a fait qu'il est tombé? Je crois que les jours à venir, nous allons pouvoir trouver une solution, et en tout cas réfléchir sur le cas précis de Omar Mariko, pour moi en tout cas, qui est un leader charismatique, un leader très proche de sa communauté. Il tombe. Pourquoi? La question reste encore, à mon avis, suspendue. Et parmi ceux qui arrivent pour la première fois, vous aviez vu quelqu'un? Bon, moi, pour qu'il arrive pour la première fois, peut-être je parlerai du candidat Ali Boubacar Diallo, qui était un candidat aux élections présidentielles, qui arrive. Je vois l'ancien Premier ministre Moussa Mara qui arrive. Ça, quand même, ce sont des choses inédites. Et je crois que c'est une première fois que dans notre pays, on voit quand même un ancien Premier ministre qui arrive à l'Assemblée nationale. Donc ce sont des cas, en tout cas, qui méritent en tout cas une attention particulière au sein, en tout cas, de l'hémicycle. Un ancien candidat aux élections présidentielles qui arrive au premier tour, qui a été élu au premier tour, et c'est, disons, on peut le classer parmi étant les novices de la politique malienne, parce que ce n'est pas un homme du 26 mars, comme on dit. Et donc voilà, je pense aussi, on va regarder les femmes. Pour la première fois, la loi 052, n'est-ce pas, va amener beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. On va regarder également de ce côté qu'est-ce qu'elles pourront apporter, n'est-ce pas, comme plus dans le débat à l'hémicycle. D'accord. Merci, M. Aya. M. Sey, et vous aimeriez vous prononcer sur quel cas, en fait, de députés qui partent ou qui arrivent? Comme il l'a dit, le docteur Omar Mariko est une figure incontestable et incontestée de l'Assemblée nationale au Mali. Mais pour moi, c'est peut-être pour quelque chose de meilleur, on ne sait pas, puisque tout à l'heure, on en a parlé, il y a d'autres choses à venir. On a peut-être, après pour ou contre, hein, on a peut-être potentiellement un Sénat qui va se mettre en place. Bon, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Espérons lui et souhaitons-le bon vent, parce que dans tous les cas de figure, c'est une figure justement qui a son poids dans le paysage politique au Mali. Maintenant, par rapport à l'Assemblée nationale, comme il l'a dit, il y a, avec la loi sur le genre, bon, les femmes seront fortement représentées, donc l'Assemblée aura forcément lui aussi et elle aussi un nouveau visage. Et on a des nouvelles forces, en réalité, qui ne sont pas des nouvelles forces. Je m'explique. Quand on a le MPM de Adi Niangado qui arrive avec, je pense, 8 députés à peu près sur 11. Les résultats... 11. Bon, 11 députés sur les résultats provisoires. On va attendre toutes les confirmations. Bon, je pense que de mémoire,
de mémoire d'homme, c'est la première fois qu'un parti qui est créé dans l'année puisse avoir autant de députés d'un coup. Même l'ADP aussi, je pense, à l'époque, avait fait 6 ou 7, mais 11, c'est quand même considérable. Bon, je dirais qu'il y a peut-être d'autres moyens qui sous-tendent. Maintenant, quel rôle va jouer le MPM dans la future Assemblée reste à savoir. Même si on sait que le monsieur est plus proche du pouvoir que de l'opposition, techniquement, je n'ai pas connu